Et nous sommes à présent en plateau avec Kevin Lenouaille, directeur des investissements chez Avantgarde Investment. On va parler ensemble évidemment de la situation économique et financière à une semaine de la déclaration de la Fed, ou en tout cas du discours de Jérôme Powell et donc du résumé et donc de politique monétaire de la Fed. Bonjour Kevin Lenouaille. Bonjour Nicolas. Et on va parler ensemble d'Europe un petit peu, mais on en parlera un petit peu plus tard. Absolument. D'abord, on va donner un contexte un peu global et ensuite on regardera ce que vous regardez précisément. Vous êtes venu il y a à peu près un mois dans cette émission et vous aviez expliqué votre positionnement. Vous expliquiez que vous étiez, que votre vision, c'était qu'on était au début, voire en arrivée au milieu d'un nouveau cycle économique, un cycle économique plus court. Est-ce que cette décision, cette prise de parole, parce qu'il n'y a pas de décision, ce changement de ton, on va le dire précisément, ce changement de ton de la Fed il y a une semaine est venu confirmer cette idée qu'on était dans un nouveau cycle économique beaucoup plus resserré, beaucoup plus court? Oui, absolument. C'est vrai que ce que l'on plaidait la dernière fois, c'était en effet un cycle auquel on s'attendait, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, qui soit plus court, plus racé finalement, comme on l'avait dit. Et c'est vrai qu'à l'aune de ça, c'est pas une décision en tant que telle, vous avez raison, mais l'annonce qui a été faite, c'est clairement une annonce qui est assez cohérente finalement avec une transition d'un début de cycle vers un milieu de cycle. Et ça, c'est évidemment intéressant. Tout comme ce que disait Frédéric tout à l'heure, le consensus dovish finalement de la Fed qui s'effrite quelque peu. C'est relativement peu surprenant justement si on est dans un cycle qui est plus court, et sur lequel on doit justement commencer à anticiper des changements de régime importants, et donc une Fed qui commence à préparer les investisseurs à cette transition-là. Et donc là, on arriverait sur une sorte de transition, de plateau finalement, sur lequel il y aurait une décélération finalement, une décélération économique? Non, on n'est pas du tout dans une décélération économique, on est réellement dans un changement de régime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les niveaux sur lesquels on se situe sont des niveaux d'investissement relativement importants. Bien sûr. Et donc, on va, à un certain moment, en effet, toucher non pas des plus hauts, mais on va voir finalement la dynamique se réduire très légèrement pour passer vers d'autres acteurs. Donc, c'est évidemment ça qu'on va regarder, mais on ne prétend absolument pas aujourd'hui s'attendre à une baisse finalement de la croissance. Absolument pas. Par contre, la transition, là où elle est importante, c'est que vous partez d'une phase qui est une phase dynamique, très puissante pour le coup, avec une reflation très forte. Très rapidement, effectivement, après la pandémie. Enfin, parce qu'on n'en est pas encore sorti. Absolument. Vers un niveau qui est un niveau finalement de vitesse de croisière sur lequel on va pouvoir se maintenir et sur lequel évidemment, là, les banques centrales vont avoir un regard qui est très important et une action à mener qui sera très importante pour le coup. Vous regardez l'inflation, du coup, les prévisions d'inflation de la Fed aux États-Unis, pour commencer. Le discours, si je résume, ça a été c'est transitoire depuis plusieurs mois. Et là, on nous dit toujours c'est transitoire, mais ça dure quand même un petit peu plus que ce qu'on avait anticipé. C'est quelque chose que vous regardez et qui rentre également dans cette idée de cycle économique plus court? Oui, absolument. C'est ce qui plaide malgré tout pour tempérer un peu les choses sur le fait que cette transition, elle est en cours et elle n'est pas, encore une fois, pour les 2 prochaines semaines. On est vraiment sur une transition longue parce que très clairement les niveaux d'inflation on les voit, on sent bien qu'il y a une infusion finalement de l'inflation, notamment évidemment dans les intrants des entreprises qui est en train de se mettre en place et qui va durer. Donc évidemment on va la regarder. Il est clair qu'à un certain moment cette poussée inflationniste que l'on a, si elle devait ne plus être transitoire mais basculer dans quelque chose qui soit un régime beaucoup plus normatif, évidemment les banques centrales devraient réagir et donc sûrement bousculer les transitions de ce cycle-là. Ce nouveau cycle, vous l'imaginez à combien de temps? C'est très compliqué de faire des prévisions, j'imagine, parce qu'il y a surtout tellement d'incertitudes sur les actualités économiques encore aujourd'hui, mais le nouveau cycle... ce cycle court et cette nouvelle phase de transition, vous l'imaginez à combien de temps? On prétendra absolument pas timer la fin de ce cycle-là, absolument pas. Ce que l'on regarde, c'est vraiment les enchaînements. Donc je ne me permettrai pas aujourd'hui de prévoir, entre guillemets, un temps de cycle, parce qu'on a vu le dernier cycle, on nous annonçait très régulièrement la fin de ce cycle-là, ce qui n'est jamais arrivé globalement. Mais ce que l'on voit, par contre, c'est vraiment les effets de transition qui nous intéressent. Et typiquement, sur la phase transitoire que l'on nomme, à savoir partir de ce début de cycle vers la phase justement de milieu de cycle, on imagine qu'elle va se faire justement d'ici la fin d'année, voire le début d'année prochaine. Donc c'est quand même un environnement qui est assez court terme. Et là, on parle d'une transition de cycle en réaction, pas que, mais en tout cas confirmée par le discours en fait porté par la Réserve fédérale américaine. C'est un cycle qui est similaire de part et d'autre de l'Atlantique, ou là on parle vraiment d'une situation aux États-Unis? On aura sûrement les mêmes dynamiques qui pourront être des dynamiques non pas forcément parallèles, mais qui en tout cas on aura des dynamiques
qui se ressemblent entre les deux zones, notamment entre la zone européenne, évidemment, et la zone américaine. Par contre, ce qui est sûr aujourd'hui, en tout cas l'hypothèse que l'on fait fortement, c'est que même si les cycles auront la même forme, globalement, le cycle américain aujourd'hui est en avance. Et d'ailleurs, il n'est pas du tout innocent que la Fed lance finalement le bal des grandes banques centrales qui prennent, non pas des décisions, comme vous l'avez dit, mais qui commencent à annoncer des annonces. C'est ça, qui prépare finalement un peu les marchés au fait qu'on va sortir de la situation actuelle. Si on part un peu de l'Europe, du coup, vous dites que la Fed, enfin en tout cas que le cycle américain est en avance sur le cycle européen. Est-ce que ça veut dire que l'Europe est à la traîne ou est-ce que ça veut dire qu'il y a des opportunités aujourd'hui en Europe ? Non, il nous semble absolument qu'il reste des opportunités au contraire sur le marché européen. Dans cet environnement-là, pour tout vous dire, on reste plutôt acheteur aujourd'hui de position action. On reste avec un biais action, que ce soit en conseil ou en mandat au sein de nos clients. Le fait est qu'aujourd'hui, en effet, on reste avec cette surpondération européenne au détriment justement de la zone américaine qui, encore une fois, est dans un moment particulier. Le point qui est intéressant sur le cycle européen, c'est qu'on sent très bien qu'on est justement beaucoup plus proche du début de cycle. Enfin, on est vraiment dans ce début de cycle. On sent cette dynamique. Vous avez évoqué le climat des affaires. On évoque évidemment les PMI. On le voit, ce sont évidemment des éléments qui sont des éléments encore de début de cycle. La BCE vient de relever ses anticipations de croissance, notamment pour le T3 de la zone euro. Ça aussi, c'est intéressant. Et puis, il y a des éléments, on va dire, conjoncturels, mais qui peuvent devenir structurels, qui sont très intéressants. Évidemment, on évoque le plan de relance américain, mais il aura des effets très importants sur la croissance, évidemment, européenne. C'est sûr. Puis le plan de relance européen est devenu une réalité là, dans un certain nombre de pays. Et donc ça aussi, ça participe, j'imagine, à ces opportunités qu'on peut trouver en Europe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a pas encore trouvé tout le potentiel de hausse et de croissance que l'Europe peut avoir ? Non, absolument pas. Je pense que sans réfléchir à cela, enfin sans aller directement là-dessus, ce que l'on regarde, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut allouer maintenant les portefeuilles vis-à-vis de cela. D'accord. Okay. On a été, depuis le début de l'année, plutôt avec une surpondération cyclique au sein de nos portefeuilles. Là, très concrètement, on la maintient en portefeuille, mais on le voit, on va commencer à revoir ce qui se passe à l'intérieur de ces poches-là. Typiquement, aujourd'hui, on avait des secteurs qui sont des secteurs plutôt en avant sur le cycle. On parle des biens, évidemment de la construction. Ça, ce sont évidemment des éléments qui sont procycliques, qui vont devoir à un certain moment être évacués de nos portefeuilles, sûrement dans les prochaines semaines, pour aller potentiellement vers plus de défensifs. Plus de défensifs, c'est en lien peut-être, j'imagine, avec la période à laquelle on se parle. On est en juin, il y a le mois de juillet, le mois d'août. Ensuite, il y a la réunion des banquiers centraux fin août. C'est en lien du coup avec cette période qui est peut-être toujours un peu compliquée pour les marchés où il y a un peu moins de volume. Oui, absolument. Alors, on apprécie souvent de comparer un petit peu les éléments. Hein. On ne veut pas comparer ce qui se passe aujourd'hui, même d'un environnement mondial, typiquement à ce qui s'est passé en 2013. On voit beaucoup cette année ressortir finalement comme élément de comparaison. Il nous semble que ce n'est pas du tout le cas. Pas du tout être alarmiste de ce côté-là. Vous n'avez pas peur du taper tantrum d'ailleurs effectivement, on en parlait beaucoup, mais finalement, on se rend compte que cette crainte est un peu en train de se dissiper quand même. Absolument. Et puis, les éléments qu'on avait en 2013 ne sont absolument pas les mêmes. Si on regarde les éléments de 2013, typiquement, on avait une fragilité quand même de certaines zones, notamment de la zone euro qui sortait d'un environnement de dette très compliqué. On se souvient également que le taper tantrum s'était fait sur des marchés émergents qui n'étaient sûrement pas aussi sophistiqués en termes de banque centrale. Donc ça aussi, ça a changé. Et puis en termes d'économie réelle, les années post-2009 ne sont absolument pas celles que l'on vit aujourd'hui. Post-2009, c'était un environnement typiquement pour les ménages qui était un environnement, ce que nous on va appeler d'assainissement finalement, des bilans des ménages, donc de désendettement. Bien sûr. Là aujourd'hui, c'est l'origine n'était pas la même finalement. L'origine de crainte et l'origine de crise n'était pas la même. Donc on comprend que finalement on revienne plus vite à la normale aujourd'hui, puisque en fait l'origine vient d'une maladie, d'une pandémie tout simplement. Absolument. Là, on a des niveaux d'épargne qui sont totalement différents. Donc, on a des réserves d'investissement pour l'ensemble des acteurs économiques, en l'occurrence, qui sont évidemment très forts. Donc ça, ce sont évidemment des éléments qui ne sont pas comparables. Donc c'est justement le point de ne pas vouloir comparer ça à 2013. Certes, on a aujourd'hui une zone qui nous semble un peu attentiste sur l'été, mais on ne veut pas du tout être, entre guillemets, inquiétant de ce point de vue-là, parce qu'on ne veut pas le comparer à 2013. Après, il est clair que, comme tout investisseur, on va observer typiquement la décision de Jackson Hole, ou en tout cas les débats de Jackson Hole, avec beaucoup d'attention. Très rapidement, les techs, du coup, c'est quelque chose vers lesquels vous revenez là, à la suite de cette décision de politique monétaire, quand on voit le Nasdaq résister plus fortement ou pas forcément ? On n'y revient toujours pas. D'accord. Dire. Ouais. Alors, c'est ce que vous aviez dit effectivement il y a un mois également. Ouais. Après, c'est ce que j'exprimais il y a un mois. Ne pas y revenir ne veut pas dire ne pas en avoir. On a très clairement
aujourd'hui des positions tech en portefeuille historique, on les maintient, on n'a certainement pas envie de les céder aujourd'hui au sein de nos portefeuilles clients. Par contre, de là à revenir sur une surpondération tech, c'est pas le cas à l'heure actuelle. C'est ce qu'exprimait Frédéric tout à l'heure. On reste quand même dans un environnement sur lequel les taux sont relativement instables, sur lesquels on pourrait quand même avoir, encore une fois, un peu de friture, entre guillemets, sur la ligne. Et puis, globalement, sur les techs, on va mettre, encore une fois, complètement en opposition ces techs qui sont peut-être des techs non profitables avec les techs qu'on avait l'habitude d'avoir en portefeuille, qui étaient plutôt des techs historiques, qui elles se comportent très bien et encore une fois qu'on n'a absolument pas envie de sortir de nos portefeuilles aujourd'hui. Merci beaucoup Kevin Lenouaille d'être revenu effectivement nous commenter finalement ce cycle économique que vous avez identifié. Kevin Lenouaille, directeur des investissements chez Avantgarde Investment. Merci à vous également de nous avoir suivis en direct et je vous donne rendez-vous ce soir à 18h30 pour la grande édition de Smart Bourse.